Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire consacré aux enquêtes internes et lanceurs d'alerte. Je suis ravie de passer une heure avec vous sur ce sujet devenu incontournable dans les entreprises. L'ambition de ce webinaire est de pouvoir vous permettre de poser un cadre juridique de l'enquête interne en droit du travail, c'est-à-dire ce que le code du travail exige réellement de l'employeur. Nous allons consacrer ensuite un temps sur le statut du lanceur d'alerte, hein, et plus particulièrement aux risques associés à ce statut protecteur. Nous passerons ensuite à une phase plus opérationnelle. Comment concevoir et conduire une enquête interne robuste, juridiquement défendable, sans sombrer dans un formalisme paralysant. Enfin, nous verrons dans quel cas il est pertinent d'externaliser une enquête, notamment auprès d'un avocat, et comment cadrer cette externalisation pour vous permettre de garder la main, bien évidemment, sur les conséquences que vous souhaiterez apporter à ce rapport d'enquête qui émanera in fine de cette enquête. Donc, pour rentrer dans le vif du sujet, je vous propose de commencer par fixer le cadre juridique et la finalité de l'enquête interne. Donc, d'où vient le terme enquête interne en droit du travail? La première chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que l'enquête interne n'est pas un mécanisme codifié dans un chapitre du Code du travail. Aucune section du Code du travail ne lui est dédiée. En revanche, l'enquête interne est devenue la traduction concrète de plusieurs obligations légales particulièrement structurantes. Donc, un premier bloc de texte qui sont les articles L 4121-1 et -2 du Code du travail, qui imposent pour le premier à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Le deuxième article décline les principes généraux de prévention en évitant les risques, les évaluer, les combattre à la source, adapter le travail à l'homme, planifier la prévention en intégrant notamment les risques liés au harcèlement moral et sexuel. Dès lors qu'un salarié dénonce des faits de harcèlement, de violence ou de risques psychosociaux, l'employeur ne peut pas se permettre d'adopter une posture attentiste, il a une obligation de réaction active. Et l'outil naturel de cette réaction est l'enquête interne qui permet de comprendre les faits et de les qualifier et de décider des mesures à prendre. Deuxième bloc de dispositions, ce sont des dispositions spécifiques au harcèlement. Donc, le premier article 1152-1 prohibe les agissements répétés de harcèlement moral. Le second article impose de prendre toutes les dispositions nécessaires pour prévenir ces agissements. Et de la même façon, ça se décline pour le harcèlement sexuel. Donc, dès lors qu'une alerte porte sur de tels faits, renoncer à enquêter revient en pratique à se priver du seul moyen sérieux de démontrer que l'employeur a effectivement pris les dispositions nécessaires exigées par ces tests. Troisième source, le comité social et économique, le CSE, et le droit d'alerte pour atteinte aux droits des personnes. L'article 2312-5 du Code du travail confie à la délégation du personnel une mission de promotion de la santé, de la sécurité et de la réalisation d'enquêtes, notamment en matière d'accidents du travail. L'article 2312-59 du Code du travail va encore plus loin, puisque lorsqu'un membre du CSE constate une atteinte aux droits des personnes, à la santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles, il en saisit l'employeur et celui-ci doit alors mener sans délai une enquête avec ce membre du CSE et prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation. Ainsi, même si on ne parle pas d'enquête interne de manière explicite, on a quand même l'obligation en pratique d'enquêter
Et l'enquête apparaît comme l'instrument central permettant à l'employeur de satisfaire l'obligation générale de sécurité, de respecter les obligations spécifiques en matière de harcèlement et de répondre aux obligations vis-à-vis du CSE en cas d'alerte. C'est ce socle qui explique l'attention croissante portée par les juges, l'inspection du travail, mais également la défenseure du droit, à la façon dont les entreprises conduisent leurs enquêtes internes. Pour poursuivre, il est utile de comprendre pourquoi ces dernières années, l'enquête interne est devenue un sujet réellement brûlant. Plusieurs évolutions convergent. Le premier facteur, c'est la multiplication des jurisprudences sur l'obligation de sécurité de l'employeur. Même si les articles cités ne sont pas nouveaux, leur interprétation a significativement évolué. Jusqu'en 2015, en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, l'employeur était tenu à une obligation de sécurité de résultat dont il devait assurer l'effectivité. Schématiquement, s'il y avait harcèlement, c'est que l'employeur avait failli à son obligation. Depuis 2015, l'employeur n'est plus soumis à une obligation de résultat. Il peut dégager sa responsabilité s'il a pris toutes les mesures nécessaires de prévention. Toutefois, le simple respect des dispositions du Code du travail est insuffisant. Il faut tout mettre en œuvre pour assurer efficacement la sécurité et la santé physique et mentale des salariés. Ainsi, l'employeur engage sa responsabilité, sauf s'il démontre avoir pris les mesures générales de prévention nécessaires et suffisantes pour l'éviter, ce qu'il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement, donnant lieu à un nombre important de jurisprudences ces derniers temps. Le deuxième facteur, c'est le renforcement du régime des lanceurs d'alerte. La loi Sapin II de 2016 avait instauré un premier cadre général, mais la loi Wasserman de 2022 est venue l'élargir et la préciser, comme on le verra dans quelques minutes. Et cette loi a également introduit une obligation, au-delà d'un certain seuil d'effectifs, de mettre en place des canaux internes de recueil et de traitement des signalements. En effet, sont tenus d'établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements après consultation des instances de dialogue social, les personnes morales de droit privé et entreprises d'au moins 50 salariés. Donc, il est utile de définir les personnes pouvant utiliser la voie interne. Et on ne parle pas seulement des salariés, on parle également des ex-salariés, des candidats, des actionnaires, des membres d'organes de direction, collaborateurs externes, sous-traitants. Et la loi impose que la procédure permette le recueil et le traitement des signalements par un canal identifié, que ce soit hiérarchique, employeur ou un référent désigné lorsque vous êtes tenu de mettre en place cette procédure. Concrètement, donc, on doit prévoir un canal de signalement sûr, que ce soit écrit, oral, pourquoi pas, garantissant la confidentialité et l'identité du lanceur d'alerte, des personnes visées et des informations transmises. On doit aussi prévoir les modalités de traitement, accusé de réception dans un certain délai de l'alerte, instruction du signalement, information du lanceur d'alerte sur les suites données à son signalement et également une articulation avec les voies externes et de divulgation publique prévues par la loi, même si le choix de la voie interne est facultative pour le lanceur d'alerte. Donc, bien évidemment, dès lors qu'un dispositif structuré de signalement existe et est imposé par la loi, le volume d'alerte augmente mécaniquement. L'entreprise doit alors être en mesure non seulement de les recevoir, mais également de les instruire, c'est-à-dire d'enquêter. Troisième facteur de multiplication de ces enquêtes internes, c'est une jurisprudence récente, très fournie, sur la prévention du harcèlement, mais également la conduite de ces enquêtes internes, la protection des lanceurs d'alerte et l'interdiction des représailles. Donc là, les juges ne se contentent plus de contrôler la décision finale, savoir si le licenciement était justifié ou non. En fait, les juges scrutent la trajectoire ayant conduit à la décision. Donc, une enquête a-t-elle été diligentée, oui ou non? Quelles personnes ont été entendues? Les témoignages sont-ils crédibles? Ont-ils été signés? Est-ce qu'il y a des indices de représailles à l'encontre de l'auteur du signalement? Donc,
Tous ces enjeux sont multiples, bien évidemment prud'homo, avec des risques de nullité du licenciement, d'indemnités significatives, on pourra le voir, mais également des risques pénaux, des risques de conformité au RGPD, et puis également des risques en termes d'atteinte à l'image et à la réputation de la société qui ne parvient pas à traiter ces alertes, et également une détérioration du climat social qui malheureusement se constate dans certaines entreprises qui peinent à prendre les mesures nécessaires face à ces signalements. Donc cette convergence d'obligations de prévention renforcée, de montée en puissance du statut de lanceur d'alerte, ainsi que la multiplication de cette jurisprudence exigeante, explique que l'enquête interne soit désormais au cœur de la gestion des risques sociaux, y compris dans des structures de taille moyenne. Donc, intéressons-nous maintenant à la personne qui est à l'origine de l'enquête interne, c'est-à-dire le lanceur d'alerte. La première question est: qui peut bénéficier de ce statut de lanceur d'alerte? Une question demeure souvent floue, c'est: qui relève véritablement du statut du lanceur d'alerte? Si à la machine à café, quelqu'un vient vous dire je ne trouve pas ça normal que, et dénonce un fait, est-ce qu'il est considéré comme un lanceur d'alerte? Donc, la définition de référence figure à l'article 6 de la loi Sapin, dans sa version modifiée par la loi de 2022. Donc, est aujourd'hui lanceur d'alerte toute personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe et de bonne foi, des informations relatives à un crime ou un délit, ou à une menace, ou un intérêt ou un préjudice pour l'intérêt général, ou à une violation ou une tentative de dissimulation de violation de droit de l'Union, de la loi, du règlement, d'un engagement international ratifié par la France ou d'un engagement ou d'un acte d'une organisation internationale fondée sur cet engagement. Comparer la situation avant et après la loi de 2022 est très instructif, parce qu'avant la loi Wasserman, on visait une personne qui révèle ou signale de manière désintéressée des faits constituant une violation grave et manifeste, ou une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général. On le note, depuis 2022, la formule signale ou divulgue couvre explicitement le signalement interne et la divulgation publique. La condition de comportement désintéressé est remplacée par l'exigence d'absence de contrepartie financière directe, ce qui objective fortement l'analyse et élargit fortement également le bénéfice du statut de lanceur d'alerte. Et surtout, la condition de gravité a disparu. Plus de référence à une violation grave et manifeste, ni à une menace ou un préjudice grave de l'intérêt général. Le champ des situations couvertes s'en trouve donc considérablement élargi. Autre évolution majeure, l'extension de la protection au-delà du seul auteur du signalement, puisque la loi de 2022 étend certaines protections aux facilitateurs, c'est-à-dire aux personnes ou associations qui assistent le lanceur d'alerte dans son signalement, aux personnes en lien professionnel avec un lanceur d'alerte qui risque de subir des représailles du fait de cette proximité, et à certaines entités juridiques contrôlées par un lanceur d'alerte. Donc, le Code du travail s'aligne, l'article L 1132-1 du Code du travail inclut désormais parmi les motifs de discrimination prohibés la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec un lanceur d'alerte. Donc, concrètement, pour l'employeur, deux conséquences majeures se dégagent. La catégorie des personnes susceptibles de revendiquer la protection de lanceurs d'alerte est aujourd'hui beaucoup plus large. Il ne s'agit plus seulement du salarié qui adresse un courrier très formalisé, il peut s'agir d'un collaborateur qui utilise un canal interne, un représentant syndical qui l'accompagne, ou même, dans certains cas, un prestataire externe. Dès lors qu'un signalement entre potentiellement dans ce périmètre, il faut se poser immédiatement la question suivante: cette personne peut-elle être qualifiée de lanceur d'alerte au sens de la loi? Parce que si la réponse est positive, alors l'ensemble des mécanismes de protection s'appliquent.
la bonne foi de l'auteur du signalement est centrale dans la définition du lanceur d'alerte et c'est bien souvent cette notion qui soulève le plus des questionnements chez nos clients. Parce qu'on se dit: «Bon, l'alerte a été lancée, mais c'est finalement pour se protéger parce que le salarié sentait que, le vent tournait, que, il était moins motivé et qu'il voulait, finalement négocier, un licenciement ou il sentait qu'il allait devoir, être licencié». C'est bien souvent la réaction que j'entends, de, la part de mes clients. Donc, comment définir la bonne foi du lanceur d'alerte? Puisque c'est ce critère qui va la plupart du temps conditionner, le bénéfice, de la protection. La Cour de cassation est constante sur le fait que la mauvaise foi ne saurait se déduire du seul fait que les faits dénoncés ne sont pas établis. Dans une série d'arrêts du 8 novembre 2023, la Cour rappelle que dès lors que le salarié présente des éléments de fait permettant de présumer qu'il a relaté ou témoigné de bonne foi des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit, la charge de la preuve bascule et c'est alors à ce dernier de démontrer que sa décision repose sur des motifs objectifs étrangers au témoignage. Donc, il n'y a que si la mauvaise foi, en tout cas la fausseté des faits, est connue du lanceur d'alerte, qu'à ce moment-là, une simple, la mauvaise foi, sa mauvaise foi pourra être retenue et la mauvaise foi, la fausseté des faits dénoncés ne peut être constatée lorsqu'il s'agit d'une simple divergence d'analyse juridique. Et notamment, c'est l'arrêt du 6 mai 2025 qui nous en donne l'illustration, puisqu'il s'agissait d'un salarié qui témoignait de faits constitutifs d'un crime ou d'un délit dont il avait connaissance dans l'exercice de ses fonctions. Par contre, les faits n'étaient pas établis et la qualification n'était pas la bonne. En revanche, on ne pouvait pas en déduire de ces faits que le salarié était de mauvaise foi parce qu'il était véritablement persuadé que les faits étaient constitués. Donc, la mauvaise foi doit être vraiment, j'allais dire, largement présumée, parce que pour faire tomber la mauvaise foi, c'est à l'employeur de rapporter la preuve très délicate que le salarié savait que les faits étaient faux au moment de la dénonciation. Et ce seuil de preuve est élevé et doit inciter à la plus grande prudence lorsqu'une sanction notamment est envisagée au motif que l'alerte serait infondée. Alors, en quoi consiste la protection du lanceur d'alerte? Cette protection a plusieurs fondements. Il existe tout d'abord une protection contre la discrimination. Depuis la loi Wasserman, le texte prohibe toute mesure défavorable en matière de recrutement, de rémunération, de promotion, de sanction, de licenciement, etc., notamment en raison de la qualité de lanceur d'alerte, de facilitateur ou de personne en lien avec le lanceur d'alerte. Ainsi, si un salarié est mis à l'écart, privé d'une promotion ou voit sa rémunération évoluer défavorablement après un signalement, il sera en mesure de se placer sur ce terrain et de soutenir que la mesure est liée en réalité à sa qualité de lanceur d'alerte. En outre, une protection spécifique est accordée aux personnes qui relatent ou témoignent de faits susceptibles de constituer une infraction pénale. Le texte renvoie à une très large palette de mesures de représailles interdites: suspension, mise à pied, rétrogradation, évaluation négative, pression, harcèlement, atteinte à la réputation. Tout ce qui, dans la vie professionnelle, peut être perçu comme une mesure défavorable en lien avec l'alerte entre dans ce champ de la protection. Et comme nous l'avons vu, cette protection s'élargit à toutes les personnes qui n'ont pas forcément la qualité de salarié, victime ou non, mais cette protection s'élargit aux témoins qui dénoncent des faits de harcèlement sexuel ou moral, aux témoins que vous auditionnerez dans le cadre de l'enquête. Ils bénéficient de cette protection contre d'éventuelles mesures de rétorsion de l'employeur lorsque les conditions relatives aux bénéfices, bien évidemment, sont remplies. Donc, sont visées, encore une fois, toutes les personnes qui relatent ou témoignent de bonne foi de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit.
Troisième volet de la protection, la sanction des violations de ces protections, c'est-à-dire que toute disposition ou tout acte pris en méconnaissance des dispositions est nul. Alors, quelles sont maintenant les conséquences véritables de cette protection pour l'employeur? Puisque une fois que le statut est reconnu, plusieurs effets juridiques majeurs en découlent. Donc, on l'a déjà évoqué rapidement, donc la nullité des mesures de représailles. Donc, la personne qui témoigne ou relate de bonne foi des faits constitutifs d'un crime ou d'un délit ou qui signale une alerte au sens de la loi Sapin-2 ne peut pas faire l'objet de mesures de représailles et toute disposition ou acte pris en violation de ces protections serait nul. Ainsi, un cas de licenciement prononcé en représailles serait nul et le salarié peut demander sa réintégration, donc revenir dans l'entreprise, même si la notification du licenciement est déjà intervenue, avec le paiement des salaires entre le jour où il a quitté son poste et le jour où il réintègre la société ou alternativement, s'il ne demande pas sa réintégration, il y a à minima une indemnité égale à 6 mois de salaire en dehors du barème Macron qui ne s'applique pas en cas de nullité, donc il n'y a pas de plafond. Le deuxième effet, c'est le renversement de la charge de la preuve et on retrouve ici la mécanique empruntée aux articles liés à la discrimination et au harcèlement, c'est-à-dire que le salarié doit présenter des éléments laissant supposer que la mesure défavorable est en lien avec l'alerte. Et c'est ensuite à l'employeur de démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à l'alerte. En pratique, dès lors qu'il existe une proximité temporelle entre un signalement et une mesure défavorable, les juges exigent de l'employeur une motivation particulièrement solide, précisément documentée pour écarter tout soupçon de représailles. Mais en plus de ces effets de nullité, il y a aussi les risques annexes, c'est-à-dire un contentieux pour harcèlement moral pour obtenir des dommages et intérêts en tant que tel, si le salarié est progressivement isolé, privé de ses responsabilités ou de moyens après l'alerte, d'éventuelles poursuites pénales pour discrimination ou entrave, en particulier lorsque des représentants du personnel sont concernés, et enfin des tensions collectives, notamment des mobilisations syndicales, l'exercice du droit d'alerte CSE, voire même des communications externes, et on en a déjà parlé, mais une atteinte parfois très sévère à l'image et à la réputation de l'entreprise, notamment dès lors qu'il y a un relais médiatique. Donc, dans ce contexte, dès lors qu'une personne peut raisonnablement revendiquer le statut de lanceur d'alerte, toutes les décisions la concernant, notamment dans les mois à venir, euh, après le signalement, doivent être particulièrement bien instruites, motivées et documentées. Après ce panorama du statut du lanceur d'alerte, je vous propose de dédier maintenant à l'enquête interne avec cette première question qui, j'en suis sûre, vous brûle les lèvres tellement elle revient fréquemment de la part de nos clients. L'employeur est-il juridiquement tenu, obligé de diligenter une enquête interne? Que faire quand un employeur est informé de faits potentiellement graves? Est-ce qu'on doit dégainer l'enquête interne dès lors que le mot harcèlement moral est employé? Alors, premier cas, bien évidemment, dans tous ces cas-là, on doit à minima envisager l'enquête interne, se poser la question de savoir si elle est opportune ou non. Le premier cas qui paraît évident, c'est effectivement lorsque le harcèlement, qu'il soit moral, sexuel ou des agissements sexistes ou des violences au travail font l'objet d'une alerte. Donc, dès lors qu'une plainte remonte sérieusement, l'employeur entre dans le champ de son obligation générale de sécurité et également de prévention du harcèlement. Donc, la Cour de cassation avait tout d'abord, dans un arrêt de 2019, considéré que si le harcèlement n'était pas caractérisé, le seul fait de ne pas avoir diligenté d'enquête peut suffire à engager la responsabilité de l'employeur pour manquement à son obligation de prévention. C'est une version très très stricte de l'interprétation des textes qu'on a pu analyser jusqu'à présent.
C'est également l'interprétation de la défenseure des droits qui nous dit dans une décision de juillet 2025 que l'absence d'enquête interne après une dénonciation de harcèlement peut caractériser un manquement à l'obligation de prévention. Donc, si on veut suivre le raisonnement de la défenseure des droits, pour pouvoir se prémunir d'un manquement à l'obligation de prévention, on n'a pas d'autre choix que de lancer une enquête interne. Toutefois, la Cour de cassation a une approche bien plus pragmatique, elle est moins catégorique, puisque, elle nous dit dans son arrêt, de juin 2024 que l'employeur n'est pas en faute dès lors qu'il a pris les mesures suffisantes pour préserver la santé et la sécurité des salariés, même sans enquête. Donc, on ne peut pas parler d'obligation, j'allais dire, bête et méchante, systématique. Heu, En revanche, il faut absolument se poser la question et savoir si elle est opportune et notamment savoir si on dispose de mesures suffisantes pour pouvoir démontrer qu'on a, respecté ses obligations, notamment de prévention et de sécurité de ses employés. Donc, que sont des mesures suffisantes? C'est par exemple avoir, une réaction rapide, ne pas, revenir, vers, l'auteur de l'alerte, 3 mois après, mais vraiment prendre au sérieux son alerte et tout de suite venir l'entendre, à minima, comprendre les faits. Séparer les protagonistes, peut s'avérer, nécessaire le temps de comprendre la situation, même de manière, temporaire et peut-être également, avoir une première sanction, qui démontrerait notre souhait, notre volonté, de préserver la santé et la sécurité et d'être en prévention, d'agir en prévention d'un renouvellement, de ces éléments, enfin de ce harcèlement, par exemple. Donc l'enquête interne n'est pas obligatoire, notamment pour justifier le licenciement d'un harceleur et ça, c'est ce que la Cour de cassation vient, de nous rappeler par un arrêt très récent du 14 janvier 2026. Donc encore une fois, pas de caractère systématique, mais une appréciation à mener au cas par cas. 2e cas, où on peut se poser la question, avec sérieux, c'est, lorsqu'il y a un cas de discrimination qui est, envisagé et notamment, lorsqu'il y a un droit d'alerte, exercé par le CSE sous le visa soit de l'article 2312-5, soit sous le visa de l'article 2312-59 puisque, comme on l'a vu précédemment, là, ce sont les 2 seuls cas où le code du travail prévoit une enquête et cette enquête, à ce moment-là, doit être menée conjointement avec la délégation du personnel. Et si jamais, on ne le fait pas, à ce moment-là, on se met bien évidemment en tort puisque, j'allais dire doublement en tort, puisque le code du travail préconise une enquête interne dans ce cas de figure, très précis. Donc, l'employeur doit procéder sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du, personnel et surtout de prendre les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Et ça, c'est aussi le point clé que parfois on a tendance à oublier en allant directement, être focus sur l'enquête interne. Mais en fait, avant toute chose, il faut surtout essayer de faire cesser, la situation et de préserver la personne, heu, qui, est victime, qui est désignée comme victime, surtout si vous avez déjà des éléments, sérieux puisque c'est l'inaction de l'employeur qui l'expose à un contentieux sur le terrain de l'atteinte, aux droits des personnes, voire à une procédure accélérée au fond si, dans le cas, d'un droit d'alerte CSE, l'employeur ne mène pas son enquête. 3e type, de cas, où il faut réellement se poser, une question, c'est lorsque les faits sont potentiellement délictueux, une fraude, une corruption, un abus de biens sociaux, des entraves syndicales et là, on dépasse le seul champ du droit du travail, et malheureusement sans enquête interne, dans la plupart des cas, l'employeur n'est pas en mesure de décider s'il doit engager une procédure disciplinaire ou pourquoi pas alerter le procureur de la République si besoin était ou à minima revoir, ses procédures pour, éviter que des corruptions, des cas de fraude puissent, intervenir.
La quatrième et dernière situation où je vous inviterai réellement à vous poser la question de l'enquête interne, c'est dès lors que des risques graves pour la santé publique ou l'environnement sont posés, puisque là, c'est à nouveau le Code du travail qui impose à l'employeur d'examiner la situation avec le CSE, dès lors que le CSE en fait l'alerte, et de les informer des suites à donner. Et là, j'allais dire encore une fois, difficile de remplir cette obligation quand on est DRH ou employeur dirigeant, de remplir cette obligation sans un minimum d'investigation. Et donc, qui dit investigation dit enquête interne. Donc, l'enquête interne n'est pas imposée, sauf les cas CSE où elle est en tout cas fortement recommandée. Mais dès lors qu'il existe des allégations sérieuses de harcèlement, discrimination, de délit ou de risque grave, elle devient en pratique le moyen à privilégier pour démontrer que l'employeur a pris toutes les dispositions nécessaires. Se pose donc la question de votre gouvernance. Qui décide d'ouvrir une enquête et selon quels critères? Donc, qui doit être destinataire de l'alerte et qui peut décider d'ouvrir l'enquête? Normalement, ces questions sont réglées par la procédure de signalement que vous devez mettre en œuvre depuis 2022 dès lors que vous avez plus de 50 salariés. Et je vous invite à mener une vraie réflexion au moment d'établir cette procédure, parce qu'il faut s'assurer que la personne qui va recevoir ces alertes ait les compétences ou puisse obtenir les compétences en externe, probablement auprès d'un conseil, pour savoir si, oui ou non, l'alerte mérite de mener une enquête interne aussi formelle qu'on pourra l'entendre par la suite, puisque ça fait l'objet de la seconde partie de notre webinaire. Donc, décider en général, c'est le DRH ou la direction ou le responsable conformité. Ces personnes vont se poser immédiatement donc, la question de savoir si le lanceur d'alerte rentre dans le cadre du statut protecteur. Est-ce qu'il bénéficie de la protection? Dans ces cas-là, il faut être très vigilant quant au traitement de ce salarié, lorsqu'il est salarié. Est-ce qu'il existe un conflit d'intérêts si l'enquête est gérée en interne? Par exemple, si c'est un membre de la direction, ou si c'est par exemple la personne qui est en charge de gérer les enquêtes qui est directement visée, ou si c'est dans son département qu'il y a l'enquête, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir un conflit d'intérêts et du coup, va se poser la question sur laquelle on viendra, d'externaliser à minima partiellement l'enquête, notamment auprès d'un avocat. Ensuite, le rôle du CSE doit être apprécié au moment de l'enquête. C'est selon la source de l'alerte. Est-ce que c'est une alerte CSE formelle sous visa des articles précédemment mentionnés, auquel cas on a à ce moment-là l'obligation de les mettre dans la boucle. En revanche, si ça n'est pas sous ce visa, on n'a pas l'obligation d'associer les représentants du personnel à la conduite d'une enquête. C'est à vous de le décider, mais ça n'est pas une obligation. D'autre part, la jurisprudence, de manière très récente, est venue nous dire que lorsqu'un membre du CSE saisit le juge, notamment sous visa de l'article 2312-59, en disant « j'ai demandé une enquête interne à l'employeur, à la direction, parce qu'il y avait une atteinte aux droits du salarié », le membre du CSE n'est pas légitime dans sa démarche dès lors que le salarié ne fait plus partie des effectifs de l'entreprise au jour de sa saisine, de la saisine du juge. En fait, l'idée est très simple, c'est que l'enquête interne vise à faire cesser, à identifier la situation problématique et à faire cesser le trouble. À partir du moment où le salarié ne fait plus partie des effectifs, il n'y a plus besoin de faire cesser cette atteinte et de ce fait, la gestion du dossier, bien évidemment, l'employeur devra en rendre des comptes. Néanmoins,
le membre du CSE n'a pas cette obligation de faire partie et d'être associé à cette enquête. D'autre part, il peut être intéressant d'avoir des interactions au moment de l'ouverture d'une enquête, soit avec la médecine du travail, notamment si on sait que la médecine du travail a été sollicitée dans un département qui peut poser problème avec un absentéisme fort, ou a priori la médecine du travail est au courant de pas mal de choses, sans associer véritablement la médecine du travail, mais à tout le moins la contacter, la prévenir et recueillir tout éventuel conseil peut être intéressant, et notamment la mise en place d'un point d'écoute pour que les victimes puissent se sentir écoutées, apaisées et avoir des conseils quant à la gestion de la situation qui est très difficile. Et dans des cas peut-être un peu plus extrêmes, à ce moment-là, également, l'inspection du travail peut être mise dans la boucle, notamment pour lui adresser le message que vous avez pris les choses en main en ouvrant une enquête, et que de ce fait, il faut qu'elle vous laisse le temps de gérer l'enquête interne. Nous allons voir maintenant les 6 étapes majeures d'une enquête interne, parce que l'enquête interne ne se réduit pas à quelques entretiens. En fait, elle s'inscrit dans un processus structuré que nous avons décliné et décomposé en plusieurs étapes, en 6 étapes, par souci de clarté. Donc le premier point, c'est la réception et l'enregistrement du signalement. Vous l'avez compris, on en a parlé. Quel est le canal utilisé? Est-ce que ça vient de la part d'un membre du CSE avec une forte obligation, ou en tout cas une forte recommandation de mener une enquête interne, ou est-ce que c'est beaucoup plus souple et flexible? Il convient d'identifier cette personne, puisque par la suite, il va falloir tracer formellement le signalement. Donc, je vous invite à le faire notamment, pourquoi pas, dans un registre avec la nature des faits allégués. Ça vous permettra de bien, j'allais dire, prendre conscience des différentes alertes qu'il vous est fait, et il peut être utile de revenir vers la personne qui a fait le signalement pour lui dire on a pris en charge l'alerte et on a décidé d'ouvrir une enquête interne. Et de lui dire également qu'elle bénéficie d'une protection, puisque en tant que lanceur d'alerte, elle bénéficie de cette protection. Ça, c'est l'enjeu de la première étape. À la deuxième étape, il y a la recevabilité et la gravité de cette enquête, avec est-ce que la personne a qualifié ou pas les faits. Parfois, on décrit une situation parce qu'on est confus, mais on ne qualifie pas ces faits. Donc, peut-être qu'on aura un petit peu anticipé cette étape lors de la première étape de qualification des faits, pour savoir si on rentrait dans ce cadre très formel de la loi Sapin 2, et notamment, éventuellement, de mesures de protection immédiates que l'on entend donner au lanceur d'alerte, mais également à la victime qu'il peut désigner. À ce moment-là, on peut s'assurer que les actes ne pourront pas se reproduire par des mesures de protection immédiates et temporaires. Il peut y avoir également un autre point majeur qui est s'assurer que les preuves seront conservées. Ça peut, par exemple, s'assurer que tous les emails auront bien fait l'objet d'une sauvegarde au cas où on aurait besoin de pouvoir prendre connaissance des emails des personnes qui sont impliquées dans les faits dénoncés. La troisième étape est la construction du plan d'enquête. Donc, une fois qu'on a pris la décision d'enquêter, il est nécessaire d'élaborer un plan. C'est-à-dire, première chose, quel est le périmètre de l'enquête? Est-ce que ça porte sur l'entreprise entière, un service dédié, une personne? Comprendre qui sont les personnes nommément visées comme l'auteur des faits répréhensibles. Et parfois, on nous parle de direction, donc en fait, c'est le management, pas forcément une personne précise qui serait visée par des agissements, mais
j'allais dire, comme dans le cas de harcèlement d'ambiance, voilà, un état de fait et des personnes qui ont des comportements déviants. Et ce sont sur ces personnes que nous devrons enquêter. Et donc, il est important de pouvoir déterminer qui est à l'origine de ces comportements. Bien évidemment, qui sont les victimes, puisque ce seront des personnes à entendre, bien évidemment, dans le cadre de l'enquête, mais il y aura également les personnes qui sont témoins ou devraient être témoins. C'est-à-dire que lorsqu'on nous parle de faits de harcèlement qui ont lieu au cours de réunions, il est bien entendu que d'autres personnes sont témoins et donc il est important de pouvoir déterminer le périmètre des personnes que vous allez entendre. On ne se limite pas à entendre la personne qui a fait l'alerte, qu'elle soit ou non victime, la victime, et l'auteur des faits répréhensibles. En général, on essaye de documenter par des attestations corollaires et également, très très important, s'assurer que on va pouvoir collecter des documents qui viendront étayer les dires des témoins. Par exemple, lorsque un témoin nous dit « il s'est passé ça à telle réunion », tout de suite, je leur demande: «Est-ce que vous pouvez me prouver que cette réunion a bien existé ?» Donc, on prend une copie d'écran de l'invitation avec toutes les personnes qui étaient présentes. Ça permet de donner de la véracité à son témoignage, puisqu'on peut corroborer son témoignage avec, par exemple, l'agenda Outlook. Et il y a également le choix de l'enquêteur qui se fait également à ce moment-là. On y reviendra un peu plus tard. Sur la conduite des entretiens, c'est un point majeur puisque c'est vraiment le but et le cœur de cette enquête, c'est de pouvoir recueillir les témoignages des différents acteurs, j'allais dire des différentes personnes qui sont partie prenante des faits qui font l'objet de l'alerte. Et donc, il est important de pouvoir déterminer comment seront conduits les entretiens, savoir notamment s'ils seront conduits au sein de l'entreprise ou pas au sein de l'entreprise, savoir si on les limite en temps ou si on ne les limite pas en temps, et surtout comment on va faire pour recueillir ces preuves. Mais je ferai un petit focus un tout petit peu plus tard justement sur la conduite de ces entretiens pour vous donner un peu plus de détails. Donc je vous propose de passer à la 5e étape qui est l'analyse du rapport et la formulation de recommandations, puisque l'enquête ne peut pas se limiter à une accumulation de comptes rendus, elle doit déboucher sur une analyse structurée. Quels sont les faits qui sont établis, lesquels demeurent incertains ou lesquels sont non corroborés. Il est important, par exemple, de pouvoir dire si on a interrogé 15 personnes, sur les 15 personnes, combien confirment la réalité de tel fait, combien ne savent pas, ne savent plus, parce que ça existe aussi des témoins qui nous disent « je m'en souviens plus ». Donc il est important quand on fait ce rapport et quand on analyse les éléments, qu'on fasse bien la différence entre les personnes qui témoignent de manière très ferme, ceux qui ne se souviennent plus, et puis ceux qui disent clairement que non, ils n'ont pas été témoins ou ça ne s'est pas passé comme ça. Donc, comment ces faits se traduisent-ils juridiquement? C'est au rapport d'enquête d'arriver à qualifier pour savoir si, oui ou non, le manquement à la loi, par exemple, est caractérisé. Et ça permettra ensuite de pouvoir savoir comment traiter l'enquête, et c'est au rapport d'enquête de formuler des recommandations. Alors, de dire, là, clairement, il y a eu un comportement qui n'est pas acceptable et donc parce que c'est une violation à la loi et il doit faire l'objet d'une sanction, ou il faut réorganiser un peu le service pour éviter des dysfonctionnements dès lors que ce sont juste des dysfonctionnements qui ont fait surface à la suite de l'enquête. Pourquoi pas prévoir des formations? Pourquoi pas prévoir également une médiation entre les parties ou une révision des procédures pour éviter
que la situation ayant donné lieu au signalement se répète. Donc en fait, même dans les recommandations, c'est pas aussi binaire que, il faut sanctionner ou il faut pas sanctionner. Il y a une palette d'outils mis à la disposition, de l'enquêteur pour pouvoir formuler des recommandations qui soient pertinentes, pour permettre à la situation d'être gérée de manière, j'allais dire proportionnée. Et là encore, pourquoi pas vous faire, aider, du département, RH, si c'est pas le département, RH qui mène l'enquête, pour pouvoir trouver justement, le bon outil pour, gérer, ces recommandations. Parce qu'ensuite viendra la décision et la décision n'appartient qu'à l'employeur, heu, sur la base, de ce, rapport d'enquête, de prononcer ou non une sanction et de fixer la nature et le niveau de la sanction. On peut très bien, uniquement prendre, un avertissement ou, aller jusqu'au licenciement, pour faute grave. Ça, cette décision n'appartient qu'à l'employeur et sûrement pas à l'enquêteur. Ensuite, mettre en place, les mesures organisationnelles, ça aussi, c'est à l'employeur de les mettre en place. Pourquoi pas un changement de rattachement parfois, ça c'est assez courant, ou un aménagement du poste. Et puis, il peut être opportun également d'informer le CSE sur les suites, qui ont été, données, par l'enquête, par l'employeur à la suite de l'enquête et pourquoi pas, également le service de santé au travail dès lors que le médecin, du travail a été mis dans la boucle et également les personnes qui ont été, concernées, je pense notamment à l'auteur de l'alerte, à la personne mise en cause et éventuellement certains témoins parce qu'il est, courant que les témoins, parviennent à se livrer parce que c'est un effort pour eux, mais acceptent de se livrer en se disant: «Je me livre parce que je sais que ça va faire avancer les choses et là, j'ai conscience que les choses vont être prises en main, mais est-ce que vous pouvez me tenir au courant des suites, de l'enquête?» Donc là, on pourra en reparler, il faut trouver le juste milieu pour conserver, la confidentialité, par rapport aux personnes, qui sont, invoquées, enfin qui sont impliquées, mais pour autant pouvoir informer à minima de la fin de l'enquête, et de savoir si, une décision a été prise, par l'employeur. Et également, il faut bien penser à archiver le dossier dans les conditions conformes au RGPD et au référentiel, CNIL, notamment sur la maîtrise des durées de conservation et on y reviendra de manière plus précise, sur ce volet-là. Donc, ce déroulé met en lumière la complexité pratique de l'enquête interne, qui n'est vraiment pas une simple formalité et qui constitue un processus complet qui devra vraiment être géré avec attention et vigilance par l'employeur, parce qu'il sera revu attentivement par les juges et parfois même par la défenseure des droits. Donc, pour consolider ce processus, je vous propose de vous arrêter un instant sur quelques aspects sensibles et notamment, sur la conduite, des entretiens. Donc, les entretiens, comment préparer, ces entretiens? Donc, au-delà des aspects, déjà, évoqués, je vous propose d'aborder, la convocation. Qu'est-ce qu'on doit mettre dans, la convocation, que l'on adresse aux personnes que l'on souhaite, auditionner? Heu, il me semble important d'avoir une convocation écrite, même synthétique, ne serait-ce que pour dire: «J'ai tenté, de contacter telle personne pour pouvoir l'entendre». Heu, la convocation peut rappeler l'objet général à un entretien dans le cadre d'une enquête interne relative à des faits signalés au sein de l'entreprise. Ça peut être, l'objet, de la convocation qui doit être rappelé sans forcément détailler, tous les éléments. Il n'est pas question d'aller dire, on mène, une enquête, contre telle personne ou sur telle personne ou sur tel fait. Néanmoins, il faut quand même que la personne qui se rend, à cette audition ne soit pas surprise par, l'objet de l'entretien, donc il est important de le lui rappeler. La mention de la confidentialité qui s'attache à l'entretien et je dirais même à la convocation même. Dans nos convocations, on demande la plus grande confidentialité sur l'objet même de cette, convocation, sur le fait même qu'on ait reçu une convocation, pour protéger, le témoin, mais également toutes les parties prenantes, de l'enquête.
Et également la possibilité d'être accompagné, pourquoi pas par un représentant du personnel et en général, je préconise, le référent harcèlement que, bien évidemment, vous aurez désigné, dans les entreprises de plus de 50, salariés. Donc, une fois que la personne, arrive en entretien, il est important de lui préciser que l'objectif est d'établir des faits, non de prononcer une sanction immédiate. C'est pas un entretien préalable, même pour la personne, qui est visée, comme étant, l'auteur des faits, répréhensibles. Vraiment, je vous invite à la plus grande prudence, et ça, c'est d'expérience. Il arrive que des enquêtes, mènent finalement à, j'allais dire, blanchir la personne, qui avait été, visée, par, l'alerte. Donc, bien évidemment, préserver cette personne, notamment dans le cadre de l'entretien, en essayant de mettre en confiance, toutes les personnes, leur rappeler bien évidemment la protection, dont ils bénéficient et leur rappeler que, on attend une description sincère et précise des événements. On va leur demander des dates, on va leur demander, en présence de qui se sont déroulés tels faits, on va leur demander, s'ils ont des éléments, concrets qui pourraient venir étayer un compte rendu de réunion, pourquoi pas des Slack ou des WhatsApp qui viendraient, j'allais dire traduire peut-être un choc, qui est intervenu en réunion, ou peut-être que des paroles n'auraient pas été prononcées, mais en tout cas, des réactions se seraient fait, connaître dans le cadre de conversations, instantanées. Tout ça, c'est très important de pouvoir leur demander, tous ces éléments s'ils en disposent. Ensuite, sur le contenu des échanges, 3 idées clés, peuvent être, retenues. C'est poser des questions, tout d'abord, générales pour ne pas biaiser l'entretien, d'accord? J'ai pour habitude, par exemple, de leur dire: «Bon, bah, voilà, vous êtes, invités à venir, témoigner», et d'ailleurs c'est moins une convocation et c'est plus une invitation, pour pouvoir, faire toute la lumière sur une situation, par exemple de harcèlement. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Et donc là, on va voir si tout de suite la personne identifie très bien pourquoi elle est là, parce que, effectivement, pour elle, c'est une situation qui, devrait ou faire l'objet d'un signalement ou en tout cas n'est pas tenable. Donc ça sera un point fort pour votre enquête puisque sans même, j'allais dire orienter la question, tout de suite la personne se sera prononcée, dans le sens, du signalement. Ensuite, il est important donc, de poser des questions factuelles, éviter les questions suggestives, du type, «Vous êtes d'accord, si je vous dis?» et cetera. Non, on peut reformuler, mais il faut reformuler de manière très, neutre. Faire préciser, je l'ai déjà dit, donc les dates, les lieux, les personnes présentes, les circonstances. Distinguer clairement ce qui ressort des faits et du ressenti ou de l'interprétation et recadrer doucement, mais recadrer sûrement les témoins en leur disant: «Il ne faut mentionner que des faits dont vous êtes témoin direct. On n'est pas là pour, parler de la rumeur. On est là vraiment là pour parler, des faits» et ensuite, il est essentiel de rédiger un compte rendu fidèle avec, un style neutre. Heu, alors ça, c'est si jamais on ne prend pas un verbatim et ça, c'est important de le définir dès le départ, dans le cadrage de l'enquête. Est-ce qu'on souhaite un verbatim ou est-ce que, on prendra juste, un compte rendu, à la manière, d'un compte rendu de CSE où on traduira les grandes idées? Le point qui est très important, c'est de permettre à la personne de relire le document, d'y apporter des corrections. Alors pas sur le sens, profond de ce qui a été dit, il n'est pas question à la relecture, de changer le sens du témoignage, mais peut-être de nuancer certains points. Et il n'y a pas de piège là-dedans, il faut absolument que la personne soit, totalement à l'aise et adhère à la façon dont, son témoignage aura été recueilli parce qu'il lui est demandé de le signer. La signature est quelque chose d'important puisque, pour la cour de cassation, s'il n'y a pas de signature, le témoignage, est susceptible, d'être, remis en cause ou à tout le moins, aura une force, probante, on le verra, tout à l'heure, un peu moins importante. Donc, autre point qui est très important, c'est de tracer les refus d'audition.
vous avez cherché à joindre telle personne, elle refuse, et d'essayer de comprendre, est-ce que c'est la peur, est-ce qu'elle est malade, est-ce que, enfin, pourquoi la personne ne veut pas témoigner, ça peut être aussi un indice dans le cadre de votre enquête. Heu, on n'a pas à, organiser une confrontation entre, les victimes, là où les victimes et l'auteur. Ça ne peut pas nous être, reproché, dans le cadre de l'entretien préalable de licenciement, donc a fortiori dans le cadre, de l'enquête et bien entendu, on ne peut pas interroger tout le monde. Une enquête est valable même si on n'interroge pas tout le monde. En revanche, je vous invite dans le rapport d'enquête à pouvoir justifier du choix des personnes, pour qu'on comprenne que ça n'est pas un choix délibéré, orienté, mais ça répond à une logique, j'allais dire, très, neutre, dans le cadre de votre enquête. Alors, quelle est la valeur probante, des témoignages et du rapport d'enquête? Donc en droit du travail, point très important, la preuve est en principe libre, devant le conseil de prud'homme, donc l'employeur peut peut produire des attestations, des comptes rendus d'entretien, un rapport d'enquête pour justifier d'une sanction ou d'un licenciement dès lors qu'il n'a pas mené des investigations, illicites et heureusement pour nous, une enquête interne, même si elle est externalisée, ne constitue pas un motif, un procédé clandestin de surveillance de l'activité des salariés et a été validée, il y a quelques années déjà, par la Cour de cassation. Un rapport d'enquête ne sera pas écarté par le juge au seul motif qu'il est imparfait. C'est au juge d'apprécier la valeur probante d'une enquête produite par l'employeur au regard des différents éléments fournis par l'employeur. Donc, les juges du fond, concrètement, vont examiner la qualité des témoignages, les attestations émanent-elles de témoins directs ou relaient-elles de simples rumeurs? Les faits sont-ils corroborés par d'autres éléments, documents, courriels, évaluations, certificats médicaux? Et est-ce qu'il y a certaines anomalies qui apparaissent, des passages tronqués, des auditions manquantes, sans explication, ou un caviardage excessif? Le caviardage étant en général, pratiqué dès lors que, l'attestation est anonyme parce que l'auteur aura voulu, témoigner, mais de manière anonyme. Ce qui nous emmène donc, à la présentation suivante sur la valeur des témoignages anonymes, parce que c'est très délicat puisque comment corroborer? Comment, s'assurer que la personne a réellement dit, ce qu'on lui, prête, comme propos? Et ben, c'est toute la question. Donc, moi, je vous invite, à ne pas, anonymiser les échanges, enfin les attestations, à obtenir des témoins. Alors quand je dis obtenir, c'est pas extorquer, hein, c'est leur faire comprendre que, ils sont là pour témoigner, pour permettre, à la situation, d'être, clairement, identifiée et s'il y a des problèmes, de trouver un remède. Donc s'ils ne témoignent de manière anonyme, malheureusement, ça risque d'être beaucoup plus difficile pour l'employeur, donc quitte à ce qu'ils témoignent, au moins que ce soit utile en leur rappelant encore une fois, leur protection. Donc là, le petit tips, j'allais dire, c'est d'anonymiser, les échanges, les attestations dans le cadre d'échanges internes, notamment lorsque vous allez restituer l'enquête interne à certaines personnes au sein de votre organisation, mais de pouvoir identifier les témoins dans le dossier produit devant le juge. Donc en général, on peut mettre témoin 1, 2, 3, 4. En revanche, on a un document qui nous permet d'identifier les témoins pour que le juge, lui, puisse avoir un document qui ne soit pas anonymisé pour éviter qu'il doute de l'objectivité de l'enquête et qu'il soit conduit à considérer que, l'enquête, n'est pas objective. Comment gérer les données, personnelles et notamment le respect du RGPD dans le cadre de l'enquête? Parce que bien évidemment, dans le cadre de cette enquête, on doit, traiter des datas, personnelles. Il existe un référentiel CNIL, alerte professionnelle, qui, figurera sur, la présentation que je me propose de vous adresser si vous le souhaitez à l'issue de ce webinaire. Un lien direct vers ce référentiel. L'idée ici est de préserver
la vie privée des personnes, donc de restreindre strictement les personnes autorisées à accéder au dossier de l'enquête, à documenter le traitement dans le registre des traitements. Notre DPO doit être informé qu'une enquête est en cours et s'assurer que si elle est sous-traitée, elle puisse l'être dans le respect des normes applicables à l'entreprise. Et puis, il faudra bien évidemment détruire ou anonymiser les données à l'issue des délais, sauf contentieux en cours, où là, on peut conserver un tout petit peu plus les éléments. En cas de non-conformité au RGPD, deux sanctions, deux conséquences, une sanction CNIL qui est encourue, mais également une fragilisation probatoire de l'enquête devant le juge, compte tenu de la violation du règlement. Alors, comment externaliser une enquête? On le voit, c'est très formel, il y a beaucoup de règles à respecter. C'est pas encore cadré par la loi, donc il faut une certaine expertise. Et le recours à un tiers, notamment avocat, est particulièrement opportun lorsque les personnes mises en cause appartiennent à la direction générale, au RH ou par exemple au COMEX. Ou lorsque des enquêtes ont déjà été menées, ça m'est arrivé, je suis arrivée en 3e round, ça avait été mené d'abord en CSSCT, puis externalisé auprès d'organismes qui gèrent les RPS, et puis finalement, il n'y avait eu aucune certitude sur les comportements déviants, qui n'avaient pas réussi à être qualifiés juridiquement, et de ce fait, l'enquête nous a été confiée. L'enquête nous est également confiée lorsque l'employeur veut donner un signe fort sur le fait que l'alerte a été prise en compte et très au sérieux parce qu'elle est grave. Et de ce fait-là, on donne toutes les garanties nécessaires et on permet aussi aux salariés, par exemple, d'être entendus au sein d'un cabinet d'avocats qui permet un peu plus de confidentialité que dans une salle où tout le monde peut voir qu'on a rencontré des personnes qui, visiblement, reçoivent à la chaîne certaines personnes qui ont un lien commun, et on le saura plus tard, le lien, c'est l'enquête interne. Le climat social aussi, qui peut parfois être tendu avec une confiance limitée dans la direction. Ça, c'est plus lorsque le CSE se sent non entendu. Le fait de le confier à un tiers permet là de véritablement prendre conscience de l'importance des faits. Et là, j'insiste, parce que c'est vraiment le point clé. Si vous externalisez votre enquête interne, il faut absolument cadrer dans votre lettre de mission le périmètre, la méthode, les livrables. Ce n'est pas parce que vous l'externalisez que vous n'avez pas votre mot à dire sur la façon dont ce sera fait. Bien évidemment, vous avez recours à un expert, il faut se fier à lui. Néanmoins, vous avez aussi votre mot à dire pour permettre que cette enquête ne provoque pas une onde de choc dans votre organisation et que l'enquêteur externe puisse bien comprendre les circonstances et faire preuve non seulement d'empathie, mais également de diplomatie vis-à-vis des personnes qu'ils écoutent. Le fait d'externaliser auprès d'un avocat, j'allais vous dire, et tombe sous le sens quasiment, puisque les 4 principes de l'enquête interne que vous devez respecter, quoi qu'il arrive, qu'elle soit internalisée ou externalisée, c'est l'impartialité, d'accord? Il ne faut pas être en conflit d'intérêts lorsqu'on mène une enquête, sinon ça ruine l'enquête. S'assurer de la diversité des personnes auditionnées, la confidentialité, ça c'est bien évidemment un principe de base, ainsi que la loyauté de la preuve, pas de procédés illicites ou disproportionnés. On ne va pas regarder tous les emails de toute la société pour une simple enquête, pas d'enregistrement clandestin non plus, et également une proportionnalité par rapport au périmètre de l'enquête. Et donc, ça, ce sont des points qui sont détaillés par la défenseure des droits. En guise de pré-conclusion, je vous ai fait une petite checklist pour pouvoir avoir en tête vraiment tout ce qu'il faut faire. Donc, renforcer la prévention en amont sur le harcèlement, c'est essentiellement
informer, former les managers, avoir des procédures claires de remontée, connaissance des canaux d'alerte, mettre en place la fameuse procédure écrite d'alerte et d'enquête interne pour pouvoir être en conformité. Former les managers et les RH à la réception des alertes, c'est vraiment un point très important parce que c'est parfois minimisé par les managers et du coup, quand ça arrive sur le bureau du RH, c'est déjà un petit peu trop tard. Et dans le cadre de l'enquête, documenter systématiquement les étapes de l'enquête, de la réception, le plan d'enquête, les entretiens, le rapport, les décisions. Les 6 étapes qu'on a vues, il faut les documenter. Et bien évidemment, se positionner sur le statut protecteur du lanceur d'alerte, parce qu'il faudra avoir une vigilance toute particulière, puisque avant toute mesure concernant un salarié ayant signalé ou ayant témoigné ou, on l'a vu, étant, en lien avec le lanceur d'alerte, il faudra s'interroger systématiquement sur l'application, du régime de protection et vérifier que la mesure envisagée est objectivement justifiée et étrangère à l'alerte et suffisamment documentée. En conclusion, la question de l'enquête interne donc n'est pas réservée aux seules grandes entreprises, surtout, en cas d'alerte relative à des faits de harcèlement et de discrimination et d'atteinte aux droits des personnes ou de soupçons de délit. Mener une enquête vous permet de remplir votre obligation de prévention et de protection des salariés, de sécuriser, vos décisions disciplinaires et de limiter les risques prud'homaux et vous protège efficacement les lanceurs d'alerte, les témoins et les personnes mises en cause, et donc minimise vos risques. En l'appréhendant ainsi, l'enquête interne cesse d'être perçue comme un risque en soi pour devenir un véritable levier de la maîtrise des risques sociaux et d'amélioration du dialogue social.